Pour faire fuir un homme, il suffit de parler de mariage, bébé et de maison. Ah, maintenant, il y a une catégorie de femmes qui fuient si tu leur parles de ça aussi. L'horloge biologique, ça a toujours été un problème, mais c'est un truc qui est pas du tout adapté au stress de notre société d'aujourd'hui. Encore heureux qu'il n'y a pas l'horloge biologique masculine. Ah, ça reste à prouver, hein. Dans quelques semaines, on va annoncer que ça existe aussi. Combien d'hommes ont des enfants alors qu'ils en voulaient pas et qu'ils ont simplement été piégés par l'horloge biologique féminine? Je dirais entre 72 et 87, peut-être. Et combien de femmes ont des enfants juste parce qu'elles n'ont pas envie d'être différentes des autres? Combien de personnes font des bébés juste parce que c'est mignon, sans du tout penser à ce que ça deviendra quand ça aura 18 ou 20 ans? C'est comme quand on achète un chien. Oui, bon, je vous vois venir. Hein. Je me demande si j'aurais d'abord dû parler de ça avant, ou parler ensuite de ça pendant. Donc ça aurait donné un truc du style, combien de personnes prennent des chiens juste parce que c'est mignon, sans se rendre compte qu'il faut s'en occuper, que c'est tout un investissement, responsabilité. Ça change une vie. C'est un peu comme ces gens qui font des enfants. Donc, est-ce que ça sonne mieux dans ce sens-là? Ouais, peut-être. Hein. C'est tout con parce que c'est comme si je traitais les enfants de chiens, en fait, en parlant dans ce sens-là. Par contre, traiter les chiens d'enfants, bah, ça passe sans problème. Avoir des enfants, c'est un peu comme avoir des chiens. Et dans l'autre sens, ça fait avoir un chien, c'est un peu comme avoir des enfants. Je sais pas lequel sonne vraiment mieux, en fait. Ah, tu peux dire ce que tu veux. Dans tous les cas, on se fait des ennemis. Bon, je me permets de dire ça parce qu'il y a que moi qui peut dire ça, donc il faut que je le fasse, quoi. C'est presque comme une mission qui m'a été donnée. Mégalomane en plus. Hein. Où est-ce que je veux en venir? Bah, ça paraît assez clair. Combien de personnes font pas ce qu'ils ont envie de faire? Combien de personnes prennent... J'ai de la peine à parler aujourd'hui parce que j'arrive des fois à des stades où je me dis putain, il y a des trucs qu'il faut vraiment pas que je dise, je vais encore avoir des problèmes. Combien de personnes pensent que le bonheur c'est tout simplement d'avoir une conjointe, des enfants, une villa avec piscine? Pourtant, il me semble que c'est évident maintenant que le bonheur c'est tout autre chose. Je me demande si la moitié des gens en ont quand même pris conscience, j'ose espérer que oui. J'entends des fois des gens dire ouais, ce type-là, il nettoie les toilettes alors qu'il vaut tellement mieux que ça. Mais est-ce qu'ils se posent la question de savoir si c'est possible qu'il y ait des gens qui apprécient nettoyer les toilettes? Mais je pense que oui, quoi. Il y a quelqu'un, il avait les capacités de faire ce qu'il voulait, mais ce qu'il voulait faire, c'était vraiment du ménage, du nettoyage. Il considérait en fait que nettoyer la saleté des autres, c'était une façon d'aider les autres. Ça m'est arrivé aussi, à une époque, j'ai nettoyé des voitures. Nettoyer la saleté des autres, c'est un peu comme faire le psy de leur voiture. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah, on nettoie soit la merde physique, soit on nettoie la saleté intellectuelle. Ouais, parce que le véhicule, il peut pas parler, en fait. Donc si on écoute les problèmes qu'il a, on en arrive à la conclusion qu'on doit le nettoyer. Je préfère nettement plus mon explication que la tienne. Je suis pas sûr que les voitures, elles apprécient d'être sales, mais bon, la réalité, c'est qu'elles s'en foutent. Hein. Elles sont moins compliquées que nous, les voitures. Hein. C'est nous qui compliquons tout. Compliquons tout. C'est pas facile à prononcer. Ça reste à prouver une fois de plus. Hein. On va bientôt annoncer que les voitures ont une âme aussi. Hein. C'est tout un art de savoir parler. Souvent, c'est quand je revois les scènes que j'ai filmées que je me dis, putain, on comprend rien de ce que je dis, je parle trop vite, je parle trop lentement, je dis n'importe quoi. T'es totalement incapable d'articuler. Mais si je refaisais 10 fois toutes mes scènes, je pense que à chaque scène supplémentaire de tournée, on s'éloigne de la spontanéité. Et je crois qu'un des buts de cette chaîne, c'est quand même de garder un maximum de spontanéité. C'est quand même ça qui plaît, non? Il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, tout ce que tu fais est très punk, tes vidéos sont très punk, et pour moi c'est un immense compliment, parce que je suis un vrai punk dans l'âme, moi. Ouais, ça se voit pas forcément, surtout pour les gens qui sont pas connaisseurs, hein. Pour certaines personnes, être punk, c'est juste avoir une crête. Mais c'est toute une attitude. Je sais pas si vous connaissez les straight edge punk. Faut que je le note, là. Voilà. Alors les straight edge punk, c'est des punks qui boivent pas, qui fument pas, qui se droguent pas. Donc évidemment, y a plein de gens qui demandent, mais c'est vraiment des punks ça encore? Bah oui.
Tout est dans l'attitude et dans les luttes qu'ils font pour ce en quoi ils croient. À la question, est-ce qu'il y a des punks qui existent encore aujourd'hui? Bah oui, être punk aujourd'hui, c'est peut-être simplement dire non. Non au système. Mais c'est dommage parce que la plupart des gens qui sont rebelles le sont dans leur adolescence et quand ils grandissent, bah souvent ils deviennent ceux contre quoi ils ont lutté, ceux qui détestaient le plus. Il y a plein de punks qui sont devenus des bourgeois, il y a plein de hippies qui sont devenus des fonctionnaires. Même les écologistes, s'ils deviennent milliardaires, ils vont pas être si écologiques que ça. À moins de vraiment l'être dans l'âme, comme je vous disais. Hein. Être dans l'âme, c'est ça qui est fort. Et important aussi. C'est marrant, j'étais pas du tout parti pour faire une vidéo, maintenant. Là, j'étais assis, tout à coup, je me suis dit, paf, il y a une idée qui me passe par la tête, je vais filmer la première scène. Après, il y a la deuxième qui vient, la troisième. Et après, il y a toujours ce petit moment où je m'y perds complètement. C'est pas toujours très désagréable, hein. C'est plutôt sympa, même. Des fois, je me dis que je fais trop de coupures. Et d'autres fois, je me dis, là, il faut absolument que je fasse une coupure. C'est toujours au feeling. Il y a toujours des gens qui vont dire qu'il n'y a pas assez de rythme dans mes vidéos, d'autres qui vont dire que le rythme est bon. Tout le monde est différent. Il y a un prof, quand j'étais petit, il m'avait dit, c'est fou, tout ce que tu fais, c'est toujours fait de la même manière, tu devrais présenter tous tes cahiers, tout ton travail au musée de l'art brut. Et je pense que j'avais 11 ans, c'est en 89, sauf erreur. Et à l'époque, je savais pas du tout ce que c'était que le musée de l'art brut, mais quand j'ai su ce que c'était, pour moi, c'était un gros compliment. Donc j'ai commencé très tôt à devenir un rebelle, hein. Pas 100% rebelle, malheureusement. J'ai sûrement des côtés bourges, refoulés, cachés. C'est aussi dû à l'éducation, hein. Et au village dans lequel j'ai vécu. Quand j'y repense, dans l'école dans laquelle j'étais, il y avait très peu d'étrangers à part moi, hein. Il me semble qu'il y avait personne de couleur, il y avait personne d'asiatique. C'est pour ça qu'on me tapait dans la cour de l'école. Et qu'on me menait la vie dure. Mais aujourd'hui, c'est du passé, je suis devenu un artiste. Et ça, c'est génial. Oui, quand on arrive à faire de toutes ces souffrances, de tous ces problèmes de l'art, et qu'on arrive à en faire quelque chose de sympa, et qu'on arrive même à faire rire et à aider les autres, c'est primordial. Pas accessible à tout le monde, mais faisable quand même. Au musée de l'art brut, ça m'avait beaucoup touché parce que quasi toutes les œuvres, c'est marqué que les personnes étaient folles, qu'elles ont été internées, des trucs comme ça qui m'ont beaucoup touché. Ça change un peu de toutes ces stars qui disent « Je remercie ma famille, mes parents de m'avoir beaucoup soutenu ». Moi, je pense que la famille, c'est le plus grand ennemi de l'art. C'est pas eux qui soutiennent le plus, hein, en général. À moins d'avoir beaucoup de chance. Est-ce que la chance, dans ce cas-là, ça signifie la bourgeoisie? Est-ce que les gens qui sont nés riches avec une cuillère en argent dans le cul, c'est forcément ceux qui sont les plus heureux? À discuter. Voilà, je vais arrêter pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo n'est pas trop longue, mais j'espère aussi qu'elle n'est pas trop courte.